Bonjour à tous et à toutes. On va commencer notre troisième journée de conférence. Je vois qu'il y a des petits yeux parce qu'il y en a qui ont dû finir un peu tard hier soir. Voilà. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir pas beaucoup de conférences parce qu'il n'y a que ce matin, mais on a vraiment des conférences de prestige. Je vous présente en deux petits mots mon ami Alain Hardic. Viens ici. C'est le directeur, on va dire, président du CPES Céramique et Occlusion depuis de nombreuses années, et un conférencier international qui va nous faire une conférence. Paraît-il. Je te laisse la place. Ok, merci. Ok. Bonjour à tous. Bon, ben, je vois que tout le monde est fatigué. Ouais, merci, merci. Bonjour, bonjour. Ah, les élèves qui se sont levés à 10 heures. Donc, bonjour à tous. Bienvenue ce dernier jour du dental. Robert m'a demandé il y a quelques mois, enfin presque un an, de venir au Dental Forum, et c'est toujours avec un grand plaisir que je viens parce que c'est quand même une union sacrée pour nous et c'est celle qui nous tient un peu à cœur tous ensemble, et surtout pour les gens passionnés, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Et surtout j'ai décidé de le faire parce que en fait aujourd'hui je vais vous présenter c'est une technique de travail en fait. Je ne vais pas promouvoir ni de gamme, ni de dire par exemple que cette gamme est meilleure que celle-ci. En fait, je pense qu'aujourd'hui, juste pour remettre tout le monde à zéro, c'est que aujourd'hui, tous les matériaux qu'on utilise, que ce soit la zircone, la céramique ou ce que vous voulez, hein, au niveau de la prothèse, ça reste du matériel très professionnel et très compétent, et surtout, ça dépend du feeling du chacun. Donc aujourd'hui, on va un peu parler du UM Stain Layering 3D. Pourquoi UM? C'est l'ultra micro, parce qu'on fait aujourd'hui du fameux maquillage que vous connaissez tous, et un peu de microstratification. Mais la microstratification commencera par une étape de céramique. Pour moi, la microstratification, ce qu'on appelle micro, c'est ce qu'on appelle très peu de place, et je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Alors bon, moi j'ai mon laboratoire à Strasbourg, mais bon, on est un laboratoire de conjointe. Je travaille avec 5 personnes, et on gère 98% aujourd'hui du numérique au laboratoire. Et j'ai envie de dire, les 2-3% qu'on a au niveau encore avec du plâtre, alors à ne pas jeter à la poubelle évidemment, hein, parce que le plâtre c'est encore très important, enfin à mon sens, notamment quand on fait des dents unitaires, notamment quand on fait des facettes. De temps en temps, je préfère encore travailler sur le plâtre. Tout ça à cause de l'état de surface de la dent. Parce que sur les modèles en résine, moi personnellement, j'y trouve pas mon compte. Ok ? Alors, juste pour commencer, je vais vous faire quelques petits descriptifs sur ce que moi j'utilise au laboratoire. Encore une fois, c'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas ce que vous préférez, mais moi, c'est comme ça que je bosse au travail avec mes collaborateurs. Donc, c'est Yann Nachito, ça pour moi, c'est la Bible. J'essaye de travailler tous les jours avec, notamment quand on fait des wax-up ou alors quand on veut faire designer un collaborateur, ou même pour moi personnellement. Ce bouquin et ces modèles-là, si vous les connaissez, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, c'est quelque chose à avoir, je pense, dans son laboratoire. Alors voilà, je travaille avec la céramique Celtracéram. Ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est parce que j'ai besoin, tout simplement, d'un fournisseur pour pouvoir m'aider quand je vais faire des cours ou alors faire de la représentation au niveau de la technique. J'ai besoin d'un fournisseur. Mais sinon, quelle que soit la cérame que vous utilisez, qu'on parte de chez Ivoclar à chez GC, à chez machin, enfin, toutes les céramiques qui existent sur le marché, elles sont bonnes et elles sont reproductibles avec la technique que moi je vais vous montrer. Attention, la technique que je vais vous montrer, c'est mon opinion et c'est ce qui marche avec moi. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, qu'on soit bien d'accord. Alors j'utilise pour la zircone et j'utilise que pour la presse. Au laboratoire, moi je ne fais plus de métal, en aucun cas. Puisque la nouvelle génération nous a obligés, entre guillemets, à acheter des machines. Moi, je ne veux plus faire marche arrière, parce que tout simplement, c'est pour une histoire de coût, pour une histoire de rentabilité aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a quand même des laboratoires, c'est bien beau de faire des shows, mais il faut aussi parler un peu de tout ce qui existe sur le marché. Donc moi, personnellement, j'ai arrêté le métal. Mis à part pour les inlécors, encore, on fait un petit peu, que je céramise, mais sinon, on ne fait plus de céramo-métallique. Donc nous, on travaille que la zircone et la céramique pressée. Ensuite, j'utilise le kit biomique. Alors, le kit biomique, c'est le kit biomique de chez Aidit, qui est valable au même titre que Mio, au même titre que peut-être, je crois, c'est qui a sorti? C'est Noritake, je crois, qu'ils en ont sorti un. Enfin, quasiment tous les marques, enfin,
tout le monde a sorti un kit et ça fonctionne très bien aussi avec les autres. Et pour parler, comme je dis, 98% de numérique aujourd'hui, alors on était comme tout le monde, on a tous commencé à acheter toutes les petites machines qui existaient au niveau impression. Les Lego, Anycubic, et qui nous ont rendu bien service au laboratoire, et au laboratoire on en avait 7. Et à un moment donné, la reproductibilité, la qualité constante, c'est très important dans nos laboratoires pour pouvoir continuer à avoir toujours la même qualité. Et pour moi, à un moment donné, il fallait qu'on passe à un système et à un appareil un peu plus, on va dire, professionnel. Et là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la machine, c'est Heygears. Et c'est une petite imprimante 3D qui est de très, très, très grande qualité. Alors encore une fois, je n'ai pas de commission, je n'ai rien à gagner chez eux. C'est juste pour vous dire, je suis en train de la tester, je suis en train de tester tous les matériaux. Et c'est une machine qui est tout simplement phénoménale. Les 7 imprimantes qu'on avait, on les a mises, entre guillemets, sur off. Et on ne travaille qu'une imprimante. Donc c'est une imprimante qui vous permet de faire 50 applications. Elle fait des PUI. Là, je suis en train de tester la résine pour les provisoires. Elle est chargée en céramique. Et elle est relativement costaud. Et puisqu'aujourd'hui, on est complètement numérisé, évidemment, avant de faire un grand, un travail antérieur, vous allez d'abord faire votre wax-up virtuel. Ce wax-up virtuel, vous allez l'imprimer avec justement cette résine qui vient de sortir et qui est chargée à 30%. Et le praticien, on va dire, il a le choix. Il l'essaye en bouche. Et s'il veut, par exemple, le laisser provisoirement en bouche, eh bien, il peut laisser les provisoirement, le temps qu'on réalise la même forme en céramique. Donc, il y a des avantages. Je n'ai pas testé la prothèse complète parce que ce n'est pas mon domaine et je ne sais pas la faire, donc je la laisse aux professionnels. Mais voilà, ça commence à évoluer, mais je pense que c'est un peu partout la même chose. Et c'est une DLP, ce n'est pas une LCD, c'est très important aussi. Donc voilà, là j'ai commencé à faire les tests. J'ai fait 56 couronnes imprimées en 20 minutes. Juste pour vous dire, on arrive à gagner du temps. Et c'est relativement, joli quoi, pour des provisoires. Voilà. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt? On peut les fraiser. L'intérêt, il est économique. Il faut savoir qu'une couronne comme ça vous revient 1 €. OK? Et notamment, si vous voulez faire des mises en charge esthétiques immédiates, le praticien vous en l'empreinte numérique ou alors physique, peu importe, vous la designez, et au lieu de la fraiser, qui va vous prendre à peu près, je ne sais pas, c'est une demi-heure, là, en espace de 20 minutes, vous avez sorti votre provisoire. Et vous pouvez faire ça sur une unitaire, sur un bridge transvissé, sur ce que vous voulez. Donc on est en test, mais le produit en lui-même, il est très bien. Alors les fondamentaux en prothèse, ça c'est une chose que j'arrête pas de dire et que je pense que je continuerai à dire tant que je serai dans ce métier. C'est la coordination d'équipe, très importante. La communication, à ne jamais oublier. L'analyse du cas, parce qu'il faut savoir que dans nos métiers, nous, techniciens, prothésistes dentaires, quel que soit votre niveau, mais bien sûr avec de la compétence, vous avez le droit d'analyser un cas. Et je pense que ce n'est pas dramatique de dire à son praticien, oui, il faut faire comme ça, parce que vous avez comme une analyse, vous connaissez vos matériaux, mieux que le praticien d'ailleurs, même si lui il connaît, mais c'est à nous de connaître les matériaux. Et la planification. Et la planification, quand je dis planification, ce n'est pas de dire, ouais, tu poses un implant là, tu poses un implant là. Si vous avez une mise en charge esthétique, ou une mise en complet, c'est à vous de dire, telle date-là, je peux le faire, telle date-là, il faut planifier votre calendrier. Enfin, c'est comme ça que nous, on travaille. Alors, je vais vous montrer des cas, là aussi. Voilà un cas que j'aime bien montrer. Ce cas-là, voilà, le praticien me téléphone, me dit, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, par quoi on peut commencer. Parce que c'était un boulot complet. Évidemment, je montre toujours cette photo parce qu'elle choque un peu. Mais ce que je veux dire, ce travail-là, il n'a pas été fait en étroite collaboration ni avec le prothésiste avant. Alors, regardez la façon la pose des implants. Pardon? Ça va? Non, c'est parce que je vois pas bien. Mets-toi là. Elle est vide, la salle. donc les implants ou alors les formes, enfin rien n'a été discuté. Donc au niveau de la communication, voilà un autre cas. Vous voyez, il y a le cas. Alors je ne sais pas s'il y a un laser ici, non? Peu importe. Sur la photo, celle-ci, le praticien voulait faire une dent définitive. Moi, j'ai refusé de faire une dent définitive, mais je n'ai pas refusé parce que j'avais envie de refuser. Parce que tout simplement, avec les années, je pense que la centrale, elle va avoir des soucis. Donc, je vais proposer de faire une provisoire. Voilà où on en est. Voilà, quand je parle d'analyse, voilà ce que je veux en dire. Bon, sur ce travail-là, on a juste fait une provisoire, en attendant de trouver peut-être une faille pour celle-ci. Celle-ci, elle bougeait un peu. Et de l'autre côté, c'est une prothèse qui a été faite en Asie, pour ne pas vous dire en Chine. C'est pas grave. La patiente, ce qui l'a choqué le plus, c'était les dents.
C'était juste les dents, ce n'était pas la vis. Et là, le praticien me dit, est-ce qu'on peut refaire la prothèse? Je lui dis, ouais, ça va être un peu compliqué parce que voilà, les axes sortent en vestibulaire, etc. Donc on change de protocole, il fallait passer sur une barre muco-implantoportée, etc., etc. Donc quand je parle d'analyse, c'est un peu ça. Et ça fait partie de notre travail. Et ce travail-là, je ne l'ai jamais fait, et celui-là non plus. Parce qu'il voulait faire un bridge complet sur les ptérygots maxillaires que vous voyez derrière, les implants ont été posés, faire un bridge complet là-dessus, ne le faites pas, vous courez au risque. Et après, quand ça casse, vous allez dire « ouais, mais il ne fallait pas le faire. » Ce travail-là, un bridge zircone, il voulait un bridge zircone là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Alors il a dit « je change de labo ». Soit, il peut changer de labo. Donc sur ces boulots-là, moi je donne mon avis, et puis je dis que je ne le fais pas. Est-ce que j'ai perdu un client? Peut-être. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Déjà ma conscience, de dire que je n'aurai pas de problème avec ces boulots, et de deux, la tranquillité. Voilà, quand je vous parle d'analyse communication, ce sont des cas, encore aujourd'hui, je me permets de le dire à mes praticiens, mais ce n'est pas une guerre, c'est juste une explication et de la communication. La vérité n'existe que dans l'expérience, hein, ça vous le savez tous. Aujourd'hui, un praticien, pour moi, c'est très important. Le dentiste, il est important pour nous, mais nous, on est important pour le dentiste. Et l'un sans l'autre, on ne peut pas faire des boulots. On ne peut pas avancer ni dans une technique, ni dans notre épanouissement personnel à travers votre travail. On ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Et surtout, il y a une chose que me disait, et ça c'était docteur Claude Autelin, c'était la première fois, j'étais venu en 2010 ici faire une conférence en binôme. À l'époque, il y avait aussi Serge avec son praticien, je me rappelle, et ça remonte, je crois, en 2010. Et lui disait, le prothésiste conçoit et fabrique les dents, le praticien les livre, mais c'est l'équipe qui leur donne la vie. Et cette petite phrase comme ça, là, enfin ce petit mot-là, je l'aime bien et je le mets à chaque fois parce que c'est la vérité. Et c'est lui qui m'a dit ça. Donc venant de lui, ça m'a fait encore 2 fois plus plaisir parce qu'il sait où est la réelle valeur de notre travail aussi. Voilà. Les matériaux au service de la cosmétique. Alors, les matériaux, zircone, presse. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on va parler de 3 techniques différentes selon des cas cliniques que vous allez voir. Et l'influence des matériaux. Alors, les matériaux au service de la cosmétique, ce sont des matériaux intelligents et des concepts intelligents, avec la zircone et la presse. Aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, vous avez différents types de zircone. Alors, je n'ai pas pu tous les mettre parce qu'il y en a beaucoup maintenant, vous savez, hein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Fondamentalement, il faut retenir une chose. La zircone, c'est une poudre. Et de cette poudre-là, il n'y a pas 36 000 poudres, il y a Tozo que vous connaissez, parce que moi j'ai fait un peu des recherches là-dessus, et puis il y a d'autres poudres qui existent. On sait que celle de Tozo, elle est de très bonne qualité. Ça ne veut pas dire que celle de chez Zircone ou celle de chez 3D, Prozir, ou même peut-être des marques chinoises que vous connaissez, elles peuvent être très bonnes. En fait, ce qui est important, vous savez, c'est la ténacité de la zircone. Et la zircone, en fait, ce qui est important pour moi, pour ma technique à moi, ça va être, 1, sa dureté, et de 2, son côté transparence. On verra tout à l'heure. Et évidemment, il y a aussi les fameux plots, les plots à presser que vous connaissez tous, qui existent chez toutes les marques aujourd'hui. Maintenant, j'ai vu hier ou avant-hier, il y en a un qui parlait du plot Amber, c'est ça? Qui sont très bien aussi. Mais ce qui est important, il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des différences de transparence, donc du LT, du HT et du MT. Voilà. Mais aujourd'hui, même sur les presses, et je vais vous montrer un cas final où c'est un bridge complet, ou sur les presses, où je fais aussi de la microstratification dessus. Voilà. Alors, du rêve à la réalité, j'aime bien aussi ça parce qu'il y a une réalité autour de nous à comprendre et à découvrir. Et le déni de cette réalité, ou le rejet de la raison, ne mène à rien de constructif. C'est-à-dire, la réalité à comprendre aujourd'hui, c'est que notre métier, il a complètement changé. Changé dans quel sens? Aujourd'hui, on est complètement équipé, numérisé, et ça, il faut l'accepter. Même si moi, j'ai envie de dire, je suis une génération qui commence à aller plus vers la fin qu'au début. Je parle pour la jeune génération. Le rêve, c'est qu'à l'époque, on faisait tout à la main, on était content, enfin, on suivait, enfin, j'avais l'impression que c'était mieux. Moi, personnellement, j'étais un peu réfractaire. Aujourd'hui, je me dis, j'ai pas le choix. Et nous n'avons pas le choix. Et le rêve, en fait, c'est de rester comme avant, pour moi, mais j'y arrive pas. Et ce que vous voyez aujourd'hui, là aussi, je veux faire un petit aparté là-dessus, parce que moi, j'ai de la chance, je voyage un peu pas mal, et je vois pas mal de techniciens qui montrent des choses qui sont, mais somptueux. Quand je dis somptueux, ça, c'est le rêve. Mais la réalité au laboratoire, ce n'est pas le somptueux qui nous fait vivre.
ou qui nous apprend. C'est un peu le début, c'est ce que vous avez en journalier, c'est ce que vous avez 80% de vos boulots, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ces deux boucles, vous les avez tous dans vos laboratoires. Après, le rêve, oui, ça existe, mais ce n'est pas ce qui nous fait vibrer et qui nous fait monter tout en haut. C'est des choses qu'on doit savoir faire, mais ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours au quotidien. Alors, il y a certains techniciens qui le font sur, mais quelques-uns que je connaisse qui font que vraiment du très haut niveau. Mais nous, on essaye. Et c'est pour ça que je dis toujours le rêve, c'est bien, il faut essayer d'y accéder. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des boulots, ce n'est pas forcément que du rêve. Alors, avant, on travaillait comment? C'était juste pour faire une petite aparté. Avant, je travaillais avec des praticiens donc, qui prenaient leurs empreintes. On faisait des armatures en métal, alors quelle que soit la nature du métal. Ça pouvait être du chrome cobalt, ça pouvait être du titane, enfin pas du titane, du chrome cobalt et de l'or. Et moi, nous, à l'époque, comme je suis en Alsace, on faisait que de l'or blanc. Et devant, à l'époque, il y avait l'AGC de la Galvano. Et à l'époque, on devait laisser de la place pour la céramique, comme vous le savez, pour la lumière, pour la forme, enfin pour beaucoup de raisons qui font qu'on travaillait comme ça. Et ensuite, le praticien, il taillait toujours ses tailles. Lui, il n'a pas changé. Ce que je veux dire, au niveau des tailles, on a évolué, oui, vers le fameux pré-place, nos prep, ce que vous connaissez tous. Mais à l'époque, on taillait les dents, on faisait des empreintes à l'imprégum. Excusez-moi là. Et des empreintes de qualité, vous voyez, elles sont quand même relativement jolies. Et là-dessus, on faisait du métal derrière. Et après, on a eu la pressée, la zircone. Mais attention, ça c'est des cas, je vous parle de ces cas-là, il y a à peu près 8-10 ans en arrière. Et alors que la zircone existait encore. Mais ce n'étaient pas des zircones qu'on a aujourd'hui. Donc elles étaient relativement opaques. Et on se laissait de la place. Et on se laissait de la place pour pouvoir stratifier. Et après, au bon vouloir de chacun, on stratifiait avec les céramiques qu'on a. On essayait alors de stratifier. On prenait une cuisson, deux cuissons. Ça prenait des heures et des heures de travail. Mais c'est normal, puisqu'il fallait stratifier, il fallait cacher cette armature. Alors voilà, en haut, les céramiques d'il y a, j'ai dit, 8-10 ans. Et il me semble que c'est devant, j'avais pris de la... Je ne sais plus quelle céramique, et derrière, ça devait être... je ne sais plus non plus. Mais bon, voilà, on arrivait à combiner entre les deux, et puis c'était relativement sympa, et tout le monde était content. Mais c'était vraiment très laborieux. Et voilà, au bout de quelques années, ce que ça donnait, la céramique, elle restait aussi propre, belle. Ensuite, on faisait aussi des implants. Alors ça, c'est un cas aussi qui est vieux. C'est juste pour vous montrer, avant, avec la gencive, on la laissait maturer, on laissait le temps, on repréparait les provisoires. Et ensuite, sur les implants, on demandait aux praticiens de mettre un peu de flot pour ne pas perdre le côté transgingival, parce qu'on s'était enquiquiné à faire la provisoire. Donc l'objectif, c'était de bien respecter la partie gingivale. Et ensuite, le praticien nous prenait une empreinte. Et de là-dessus, alors à l'époque, je travaillais avec Nobel Biocare. D'ailleurs, Roger Faradjan, il est là aussi, le voilà. Et c'est lui qui m'avait incité à faire ces techniques-là. Alors on faisait. C'était bien, attention, ça nous a rendu grand service. Donc c'était un système d'angulation. Je pense, si ma mémoire est bonne, ça devait être un des premiers qui faisait ça. Donc avec le logiciel, on pouvait chercher en vestibulo-lingual, on pouvait chercher le puits de vissage. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, en implantant, on fait de la prothèse scellée ou vissée. Mais quel est le mieux fondamentalement? Il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de mieux. Il y a des conditions pour faire de la prothèse scellée et vous avez des conditions pour faire de la prothèse vissée. Mais aujourd'hui, on est rentré dans un système de prothèse vissée. Pourquoi? Pour une histoire d'économie. Ne me parlez pas de ciment, de scellement et tout. C'est un autre débat, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc on faisait ça, et il y a des gens qui le faisaient très très bien. Donc on faisait ces armatures, on envoyait ça à un centre de production, si ma mémoire est bonne, c'était en Suède. Et donc on réalisait à l'époque avec le logiciel, déjà à l'époque, mais c'était un logiciel, évidemment, les logiciels ils ont tous évolué, mais on se laissait de la place aussi. Mais attention, la zircone qu'on utilisait à l'époque, n'oubliez pas, c'était pas la même zircone qu'aujourd'hui. Donc on faisait nos armatures. Voilà les pièces, on faisait nos armatures, on se laissait de l'espace, et ensuite on céramisait, on faisait une validation esthétique. Le praticien, s'il était OK, s'il fallait retoucher des formes ou pas, et ensuite on terminait la dent. Et ce qui était important, pour nous, ce qui était le challenge, c'était évidemment de recopier la dent, mais pour le praticien, ce qui était important, c'était sa gencive. Le profil de départ qu'on s'était donné, il fallait absolument le respecter et le garder. Mais, et vous voyez sur cette photo, on le voit bien, la gencive, elle est bien intégrée. On a revu la patiente quelques temps après. Voilà, alors c'est encore ce fameux système, pardon. Voilà. Et on a revu la patiente quelques temps après, et voilà la dent. Elle est bien. Oh, pardon, excusez-moi. On peut revenir derrière? Ouais, voilà. Vous voyez, elle est jolie, elle est encore en place. OK, elle n'est pas parfaite, on est d'accord. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, elle est parfaite. Mais vous voyez, à l'époque, je ne connaissais pas tous les systèmes que notre ami Denis, il est là, El-Kaïm, les fameux Mixeram, les iLab. Enfin, il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps. Donc aujourd'hui, on peut même améliorer encore sa technique avec ces techniques
qui existent. Mais à l'époque, bon, on faisait avec les moyens du bord, photo, machin, bon, on faisait notre boulot. Et ensuite, ça j'en fais encore aujourd'hui, parce que ça, heureusement, c'est pas encore numérisable, encore, pour l'instant, c'est les facettes. Alors les facettes, type de facettes qu'on faisait, c'était des facettes soit sur réfractaire, soit sur feuille de platine. Quelle est la meilleure? Il n'y en a pas, à mon goût. C'est mon opinion personnelle. Moi, j'aime pas du tout la feuille de platine, je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que c'est pas joli, mais parce que tout simplement, la première cuisson, ça sort complètement gris. Et moi, j'ai du mal. Personnellement, à stratifier, j'ai beaucoup de mal, alors je préfère travailler sur un revêtement réfractaire. Et on faisait donc ça. Et de là m'est venue l'idée de la microstratification. Je me suis dit, ah, on a des facettes, on a une nouvelle zircone. Si je faisais une grosse armature et que je stratifiais comme une facette sur réfractaire, et j'ai testé, et j'ai commencé à faire tous mes tests, plein de tests. J'ai eu des loupés phénoménales, mais vraiment des cailloux, je fais. Mais bon, parce que la zircone ne m'allait pas, parce que je ne comprenais pas l'histoire de la couleur, parce que je ne savais pas comment il fallait stratifier, etc., etc. Et donc j'ai fait des tests, j'ai fait des tests, j'ai fait des tests. Et la réalité aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle est là. C'est que maintenant, on travaille complètement différent. On a des matériaux intelligents. Et comment on fait? Là, je vais vous montrer, je vais vous décrire step by step comment je découpe une armature. Quel que soit le logiciel, Trishape, Exocad, Ineos, et il y en a Blender, parce que j'ai entendu, quelqu'un m'a parlé de Blender hier soir. Enfin bref, il y a une multitude de choix. Chacun fait comme il le souhaite. L'objectif, c'est de bien comprendre. Vous avez un moignon, vous avez une dent. Moi, ce que je réalise d'abord, c'est une petite découpe. Voilà. Je fais une découpe de 0,3 du bord libre. Et comme vous pouvez le voir, enfin, vous pouvez voir sur le bord libre, en plâtre, je fais ma découpe sur le deuxième bord libre et pas le premier bord libre. OK? Je fais une découpe de 0,3. Donc ça veut dire que mon armature, elle va être costaud. C'est pas bien grave, on va travailler avec une armature évidemment transparente pour que la lumière puisse passer, sinon avec la céramique, la faible épaisseur, on va être opaque. Donc je fais ma première découpe et puis vous voyez sur la photo, voilà la place qui me reste. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez votre découpe, vous avez les fameuses situations, vous savez, les fameux cutbacks. Et là, encore une fois, propre à chacun. Si c'est une centrale, alors évidemment, ce travail-là, je l'ai fait volontairement pour que ce soit pédagogique, pour comprendre la technique. Donc si votre patient, évidemment, il a une zone de transparence au niveau du bord libre, vous pouvez vous permettre de faire des découpes comme ça. Mais je me suis aperçu qu'avec mon logiciel, c'était compliqué, il fallait vous savez ce que c'est avec la souris, et moi, la souris, ça m'emmerde. Moi, je suis manuel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais tout simplement... tout à l'heure, je montrais un milling, mais juste pour vous dire, quand vous avez plus de 0,6 d'épaisseur, même votre dyschromie en dessous, elle peut être cachée. Il n'y a pas de problème. Alors, on a fait des tests. On a fait des tests à 0,3, à 0,4. 0,4, c'est un peu chaud, mais à 0,6, la dyschromie, elle est quasiment cachée. Donc, ça veut dire que même au niveau du choix de votre zircone ou de votre presse, vous pouvez rester sur un A2, A3. Si vous partez sur un A, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de dire, tiens, je vais prendre un HT, un LT. À partir de 0,6, vous cachez tout. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un cas avec plein de faux moignons, vous allez voir. Donc, le milling time, c'est ce que je dis. Voilà, une fois que vous avez, avant sintérisation, évidemment, c'est plus facile de travailler sur la craie. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous gardez une finition droite, ou alors une finition complètement assurée, enfin, vos cutbacks. Alors, vous pouvez les pousser plus. Si vous voulez complètement supprimer cette zone-là, vous pouvez même la supprimer. Et après sintérisation, donc voilà, après sintérisation. Alors, il faut savoir une chose, moi, je suis contre la sintérisation courte ou quoi que ce soit. Alors, vous allez me dire, vous avez vu, il y a le projet d'innovation, là, je crois qu'il y a un four de chez Chempaz, c'est possible? C'est celui-là, c'est celui qui cuit en 10 minutes ou 20 minutes? J'ai rien contre, attention, encore une fois, je le dis, j'ai rien contre. Moi, personnellement, plus c'est long au niveau de la cuisson, et mieux c'est. Et je pense que depuis la nuit des temps, on disait toujours, avec l'implant, on posait l'implant, on refermait, on attendait 3-4 mois, on ouvrait, on faisait la prothèse, et tout allait très bien. Aujourd'hui, on veut aller de plus en plus vite. De plus en plus vite, et je pense qu'on a de plus en plus de problèmes en allant de plus en plus vite. C'est personnel, c'est propre à moi, d'après ce que je vois, dans ma petite expérience au niveau implanto. Et je pense que pour le matériau, c'est aussi bien de le laisser faire tranquillement son travail et de bien cuire.
Encore une fois, je répète, je ne dis pas que les 10 minutes ne sont pas bonnes, hein, parce que je ne sais pas comment est fait, comment ça cuit là-dedans. Mais je n'ai jamais essayé. Donc, d'après moi, je préfère une sautérisation longue. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à donner la couleur souhaitée sur mon armature. Donc, on avait une grosse épaisseur. Donc, l'objectif, c'est d'être en dessous des 1 mm avec l'armature et la céramique. Je prends mes colorants, je prends le A2 et je commence à maquiller tout simplement mon collet, à créer de la saturation. Donc, voilà mon armature. OK? N'oubliez pas, on avait fait notre découpe, on n'a pas beaucoup de place. Et l'objectif, c'est de positionner nos masses. Alors, on va commencer avec de la dentine, avec votre céramique, quelle que soit, comme vous voulez. Mais c'est des faibles couches. Mais attention, si vous mettez une céramique à faible couche, votre A2 il va sortir un peu clair, puisque vous n'avez pas de la masse. D'où l'importance de bien travailler en amont le substrat. Parce que vous allez être dans du clair, sinon votre A2 ne sera jamais du A2. On est bien d'accord. Donc, on commence à travailler, à faire les bords libres, à se garder toujours cette place, comme vous voyez. Alors, on met un peu de bleu, un peu d'opalescent. Vous faites comme d'habitude votre montage. L'important est de respecter vraiment, regardez sur la face occlusale, le bord libre. On garde toujours le bord libre. Voilà, on le garde toujours ce bord libre. On fait attention au côté mésial distal, on fait nos découpes, on met notre bleu, vous mettez ce que vous voulez. On monte très légèrement. On monte très légèrement. Et ensuite, on cuit. Et pour le grattage, je vais vous montrer le résultat, bien entendu. Et pour le grattage, moi, j'utilise que des fraises turbines. Alors maintenant, il existe des fraises beaucoup plus fines, mais je ne sais pas, j'ai pris l'habitude de travailler avec des fraises turbines pour faire mes lignes de fuite, mes lignes de finition, ce que vous souhaitez. Et ensuite, voilà votre dent. Donc, l'objectif, c'était de respecter la couleur et surtout respecter la face vestibulaire. Mais c'était surtout, je fais ça pour aussi gagner du temps, qu'on soit d'accord. Je ne me suis pas mis à faire ça pour dire « tiens, j'ai inventé une technique ou quoi que ce soit ». Pas du tout. C'est aussi pour gagner du temps au laboratoire. Voilà, on avait un peu de transparence sur le bord libre, il n'y a pas de problème, on a réussi à avoir la transparence. Et à la finalité, l'armature plus la céramique, on est à 0,9. Donc on avait une épaisseur conséquente d'armature et une très faible épaisseur. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, on va essayer sur des cas réels. La technique, elle est un peu comme celle-ci. C'est ce que j'utilise comme technique pour tous les travaux aujourd'hui au laboratoire. Il y a des moments, je vais peut-être découper un peu plus, parce que l'occlusion, elle est un peu tarabiscotée. Hein. Alors, je me laisse plus de place. Si c'est des implants, je vais me laisser peut-être un peu plus de place, etc. Mais vous allez voir, on ne fait pas 1 mm de stratification. Jamais. Donc ça, vous connaissez tous le Smile Creator. Ça, ce sont des cas qu'on faisait aussi maintenant. Mais là aussi, pour ces techniques-là, alors j'avais commencé à faire ça par rapport à des techniques classiques. C'était des couronnes, il y avait des couronnes partout, avec un faux moignon sur la 21. Alors là, on a pressé, et j'avais essayé la première technique comme ça. Je me suis dit, tiens, ça ne fonctionne pas trop mal. La patiente était contente. Et je me suis dit, maintenant, on va pousser le bouchon plus loin. Et là, on va faire un boulot qu'on a tous dans nos laboratoires. On est bien d'accord. Vous avez tous ce cas de laboratoire. Là, ces armatures, il y a des éléments pontiques. Mais là, ce qui va être important, d'accord? Ce qui va être très important, c'est quel ZR choisir. Est-ce qu'on prend une ZR qui est dure? Est-ce qu'on prend une ZR qui est translucide? Est-ce qu'on prend une ZR dégradée? Et là aussi, mon opinion personnelle, sur un travail comme ça, donc premièrement par rapport aux épaisseurs, vous voyez, c'est des petits moignons, c'est un patient d'un certain âge, il a perdu de la DV, il voulait récupérer la DV. Alors en amont, on a fait un essayage. Alors moi, je fais des essayages imprimés en résine. C'est de la résine blanche, toute simple. Et on essaye avec cette résine. Si c'est OK, s'il ne faut pas changer les formes et la hauteur, et tout va bien, on garde cette hauteur, on garde les formes, et je me fais une clé que je scanne, et par rapport à cette clé-là, je fais mes formes. Et vous voyez, je me laisse pas beaucoup de place. Alors là, c'est grossi, mais je ne me laisse pas beaucoup de place. Et donc, quel zircone choisir? Pour ces travaux-là, moi, je suis contre, alors je vais le dire tout de suite, je suis contre les zircones dégradés 1200, 700. Non. Vous prenez, moi, je prends complètement une 1200, avec une translucidité un peu moindre, d'accord, mais qui est quand même translucide. Mais surtout pas une dégradée. Moi, sur les bridges, tout ce qui est transvissé, complet, mais vous le verrez tout à l'heure, je prends que du 1200 ou du 1300 s'il existe, pas opaque, très légèrement translucide, puisqu'on a quand même beaucoup d'épaisseur. D'accord? Et après, je syntérise, encore une fois, une syntérisation très longue, et je stratifie.
Et voilà. Donc là, je vous montre encore une fois les armatures en haut, d'accord, les faux moignons. En dessous, on avait des implants, parce qu'on avait aussi des implants. Donc qu'on a fait. Alors là aussi, je fais tout avec la même zircone. Si j'ai des éléments séparés, pour une question de couleur, entre guillemets, je fais tout avec la même zircone. Donc on fait des essayages. Et une fois que c'est fini, bon, bah, c'est en bouche. Et j'ai une stratification là-dessus de 0,4. C'est cool, j'ai cuit une fois, j'ai fait un petit glaçage, j'ai fait un petit peu d'état de surface, j'ai poli manuellement, et c'était en bouche. J'ai pas eu à gérer ni mes points de contact, d'accord? Et sur ce cas-là, j'ai rajouté un petit peu en face occlusale parce que la zircone était un petit peu opaque. Mais au niveau vestibulaire, j'ai fait une cuisson, d'accord? Alors, cette canine, elle ressort un peu, mais c'est à cause du puits de vissage de la canine, ok? Mais j'ai fait qu'une cuisson, j'ai pas eu mal à la tête. À l'époque, pour faire ça, il fallait cuire, recuire. On avait tendance à recuire, donc absorber du gris, les formes s'affaissaient, etc. Donc c'est un confort de travail. Mais par contre, on ne le fait pas avec n'importe quelle zircone. Si vous faites avec une zircone dégradée et translucide, vous risquez peut-être d'absorber un peu plus de gris par rapport au fond moignon. Donc là, il faut la prendre pas forcément opaque, mais il faut laisser de l'épaisseur. Si vous ne laissez pas du tout d'épaisseur, vous prenez une zircone complètement opaque. Voilà un autre cas très basique. La patiente, elle venait de je ne sais plus, enfin elle venait un peu loin. On n'a pas fait d'essayage, on n'a rien fait, on a tout terminé en one shot. J'ai même pas détouré médaille sur ce travail-là. Donc j'ai fait ça sur mon scanner Ineos et puis on peut aussi avec Ineos jongler avec Exocad. Donc là, elle fait sous Exocad. Donc là, on a tout fait en one shot. On a tout fait en one shot. La patiente, elle est venue. Je vous montre juste les armatures, la différence. Donc ça, c'était la forme finale, on va dire. Et là-bas, c'était les découpes. Donc là, ce sont les découpes. Et là, j'ai vraiment pas beaucoup découpé. Ensuite, on a usiné, stratification, et le jour-là, il les a scellés. Donc avant, après, stratification. Et là, on a mis aussi 0,2, 0,3. Là, je crois que je suis à 0,3. Je n'ai pas beaucoup stratifié là. Mais attention, en amont, il faut bien comprendre que ça peut... Pour un travail journalier, c'est ce que vous avez tous les jours au laboratoire, ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, il faut bien saturer votre armature. Il ne faut pas penser que l'armature va vous donner forcément la couleur. L'avantage de cette technique, c'est un gain de temps qui est énorme et une sérénité de travail, quoi. Tu ne dis pas, je vais avoir des fêlures, ça va buller à droite, ça va buller à gauche. On cuit maximum 2 fois. Maximum. Et voilà en one shot ce qu'on a. Ça, c'est du one shot. Et la patiente, donc, il scelle et puis il s'en va. Et derrière, j'avais très peu maquillé derrière. Très, très peu. Maintenant, je vais vous montrer un cas complet. Ce cas-là, je crois qu'il a 10 ans. C'est un cas qui a été fait... Donc, c'est une prothèse sur implant qui a été réalisée, je ne sais pas combien d'années avant. C'était à l'époque des barres implanto, des barres en, vous savez, de la résine acrylique tout simplement. Et avec le temps, on le sait tous, hein, on n'est pas des magiciens. La DV, elle s'est affaissée, le patient est brux. Et on nous disait toujours, il ne faut jamais faire de complet Weber en zircone. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ce cas-là, je vais vous le démontrer. Et il est encore en bouche. Je vous le jure, sinon je vous le montrerai aussi. Donc voilà, premier cas, et je vais vous montrer un deuxième cas. Mais ce qui est important dans ces cas-là, alors qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie la fonction ou on privilégie l'esthétique? Puisque c'est un cas qui n'arrête pas de casser, on le voit bien, les dents, elles n'arrêtent pas de sauter. Qu'est-ce qu'on privilégie? La fonction, l'esthétique ou les deux? On privilégie quoi? Pour moi, je pense qu'on peut privilégier les deux. On peut privilégier la fonction et l'esthétique. Mais il faut bien être d'accord. Il y a un moment donné, au détriment de quelque chose, on va gagner quelque chose. C'est-à-dire qu'au détriment de la fonction, on va gagner un petit peu d'esthétique. Et c'est ce que je vais faire sur ce travail-là. Et je vais vous montrer. Et j'ai un deuxième cas où je vais vous montrer où la résine était beaucoup plus jolie. C'était la zircone, pardon, des zircones de nouvelle génération qui sont presque translucides. Et là, je vais vous montrer comment j'ai stratifié ce travail. Donc voilà, premier travail, vous connaissez, c'est des clés en plâtre. Je vais vous montrer le premier cas et deuxième cas simultanés. Donc des clés de validation que vous savez, hein, toujours en plâtre. Il y en a qui me demandent encore aujourd'hui, est-ce qu'on les fait en résine? Non, évitez, pas en résine, parce que ça ne casse pas. Il y en a qui le font encore avec du plâtre Fujirock, les clés. Encore une fois, on évite aussi, on le fait avec du plâtre type Snow White, qui casse facilement. D'accord. L'objectif, c'est de provoquer la fracture. Comme me disait à l'époque Jean-Michel Moelle, vous n'avez peut-être pas connu, et il me disait toujours, il faut provoquer la fracture. Et je trouve que même mes clés, elles sont encore trop grosses. Il faut les faire plus fines. Ensuite, on a travaillé avec le Ditramax. Alors, c'est un outil qui est fantastique, le Ditramax. Et
je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est chez toi. C'est chez toi que j'ai vu ça. C'était M. Margossian, je crois, hein, qui faisait ça. Et j'ai fait faire acheter ça à mon praticien. C'est bien pour l'horizontalité, la verticalité. Enfin, c'est un outil qui est très intéressant pour les praticiens et pour nous aussi, parce que ça nous permet tout de suite d'avoir notre côté, entre guillemets, l'horizontalité qui est jolie et la verticalité. Donc, on avait fait ça pour la deuxième patiente. Et pour le premier patient, donc on revient, on arrivait aux armatures CFAO haut et bas. Alors oui, j'ai tout fait en zircone, mais je l'ai fait en étape par étape. C'était à l'époque, encore une fois, avec mon ami Roger là-bas derrière. Il y avait des implants Nobel Biocare sur des multi-unités. Donc cette armature, on l'a faite, donc, comme je l'ai dit, en 3 parties avec 3 finitions différentes. Voilà le design de cette armature. Les prémolaires et molaires, je les ai gardés en zircone dur. Et ensuite, on fera de la microstratification sur la gencive et sur les dents antérieures. Mais comme j'ai dit, c'est la fonction au détriment de l'esthétique, pour ce cas-là. Vous allez comprendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait technique de ultra-microstratification sur les dents, les prémolaires. On a fait technique de microstratification vestibulaire plus gencive. Et on a fait technique de stain, donc entre guillemets de coloriage, hein. C'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est du coloriage, sur les faces occlusales. Ensuite, le matériau utilisé. Et à l'époque, j'avais le choix. Résistance 1200 mégapascales pour l'utilisation d'un complet sur MEA avec 4 couleurs différentes. À l'époque, j'avais le choix entre white, light, medium et dark. Ou alors, j'avais une résistance à infection à 1100 mégapascales. Et là, pour l'utilisation des foules ou armatures jusqu'à 5 éléments. Donc, je n'ai pas à chercher midi à 14h. J'ai pris la solution numéro 1, 1200 MPa. Et là, j'ai pris quelle couleur? Eh bien, moi, je pars du principe que je pars du blanc. C'est plus facile de partir du blanc saturé que l'inverse. Mais comme c'est des complets, en général, les complets, vous ne les faites pas en A4, hein, on est d'accord, on les fait en A2, A3, ou A1, ou bleach pour les Américains. On va dire ça comme ça. Donc on est parti sur l'étape numéro 1. Voilà nos armatures. Alors vous allez me dire, elles sont énormes, les armatures. Est-ce qu'on les essaye? Oui, même malgré les clés de validation, on les essaye. Pourquoi on les essaye? Parce que tout simplement, je veux qu'on affine le réglage avant la stratification. Voilà nos armatures en bouche, donc pour voir déjà si on est à fond. Alors c'est des grosses armatures, hein. Alors évidemment, quand vous avez des grosses armatures, oui, ça va me simplifier le travail parce que je vais vous l'expliquer, mais par contre, il y a un step by step à réaliser pendant la cuisson, faire attention, etc., etc. Donc une fois que les réglages ils ont été réalisés, donc là vous voyez le praticien en bouche, vous voyez la zircone elle est opaque, mais je vous ai dit attention, détriment, il y en a un des deux qui va jouer, c'est soit l'occlusion, soit l'esthétique. Et là, en face occlusale, vous allez voir, ça va être l'esthétique. Donc, le praticien règle, et on règle avec 2 papiers. Juste pour faire un petit cours en occlusion, mais de 2 petites secondes, avec 2 papiers. On va prendre un papier bleu, là, celui qu'utilise votre praticien, vous savez, le gros, de 200 microns, et un très fin. Et quand les 2 points se posent, il faut meuler cette partie. Parce que moi, j'ai des praticiens qui meulent. Là où on voit du rouge ou du bleu, ils meulent. Mais bon, l'occlusion, elle n'est pas réglée comme ça. L'occlusion, c'est quand 2 points se chevauchent. Pour éviter la zone de fracture, il faut meuler ce point-là, le point rouge et le point bleu. Mais si vous avez du rouge d'un côté, du bleu de l'autre côté, il ne faut pas s'amuser à en meuler un des deux. D'accord? C'est quand ces 2 points s'opposent, c'est ce qui fait qu'avec l'occlusion et la mastication répétitive, qui fait que ça casse. Donc on fait cette analyse. Une fois que cette occlusion a été réglée en bouche, au retour au laboratoire, d'accord? On revoit au laboratoire. Vous voyez que sur le côté, on n'est pas trop mal en relation centrée classique. Et ce qui est important, quand vous faites votre conception, c'est ça. En fait, c'est votre face occlusale. Vous savez que dans les dents du commerce, il existe 2 ou 3 types de face occlusale. Enfin, je pense qu'il y a des adjointistes qui pourront l'expliquer mieux que moi. Vous avez une ouverture à 18 degrés. Nous, ce qu'il faut qu'on recherche sur un boulot comme ça, c'est une ouverture au maximum des faces occlusales, pour que le glissement des côtés travaillants et non travaillants se fasse sans forcer. D'où l'intérêt d'ouvrir, vous voyez, votre face occlusale. Il ne faut surtout pas vouloir les resserrer. Ou bien au contraire, il faut bien les ouvrir pour que le glissement se fasse plus facilement. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est quasiment sur les dents du bas, elles sont plates mes dents. Et c'est les dents du haut qui sont cuspidées pour pouvoir venir avec la cuspide palatine, venir glisser par-dessus.
Donc ça, c'est très important. Sinon, vous avez des risques de fracture ou de chipping. Voilà les armatures. La régénération, je la fais à 1000, pas 105, pardon, à 1050 degrés pendant 20 minutes dans le four à céramique. Alors évitez de monter au-dessus, sinon vos composants céramiques ils risquent de prendre un petit coup. Donc 1050 degrés pendant 20 minutes. Et ensuite, je commençais ma technique de stratification. Une première couche. Sur ce travail, j'ai fait 2 cuissons. Comment ça se passe? On sature un peu les collets. Alors, quel que soit votre colorant, encore une fois, on s'en fout de ce qu'il y a en haut à droite. En haut sur votre droite, pardon. Vous prenez ce que vous avez l'habitude de faire. L'objectif, c'est de saturer les collets. On part sur une zircone blanche. Les zones d'absorption, les zones de réflexion, comme vous avez l'habitude, vos collets, pour pouvoir avoir un peu d'esthétique. Donc sur cette zone-là, sur cette zircone-là, comme elle n'était pas très translucide, même plus opaque que translucide, donc moi je travaille beaucoup avec du violet ou du bleu. Vous savez très bien que les couleurs froides, c'est pour l'absorption, et les couleurs chaudes pour la réflexion. Donc une fois que tout ça, ça a été réalisé, j'ai cuit à 860 degrés, et là je cuis lentement, lentement, lentement. La première cuisson, elle peut durer jusqu'à 2 heures. Je sais, c'est long, mais c'est le prix à payer. Et un bridge comme ça, juste pour vous dire, moi j'en vois beaucoup quand je vais donner des cours, les bridges ils sortent du four, ils sont quasiment froids, j'ai bien dit quasiment froids. Il faut les prendre en main quand ils sont froids, pas quasiment froids, quand ils sont froids. Sinon vous allez créer des tensions. Et ensuite, voilà, je mets un peu de violet, je stratifie devant, je fais 0,6 en antérieur avec la gencive, donc vous voyez, un petit peu plus. Sur la face occlusale, attention, je vous ai dit, regardez, on fera que du polissage. C'est juste pour vous montrer, c'est pas joli, qu'on soit bien d'accord, c'est pas très joli. Mais on n'avait pas le choix. Je vous ai dit, c'est la fonction au détriment de l'esthétique, j'avais pas le choix. Donc cette partie-là, je la polis. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec les logiciels, on arrive à faire des trucs mieux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on polit les faces occlusales. Et ensuite, à la deuxième cuisson, une fois que c'est fait, on fait nos réglages. Et c'est livré en bouche. Comment je polis ce travail? Tout simplement, d'abord, je les glace au four. Et si je peux éviter de déglacer, je les polis directement, puisque la deuxième cuisson, de temps en temps, suffit, ça brille déjà assez fort. Je passe à un silicone, un caoutchouc, et ensuite je termine à la ponce. À la ponce, avec un petit peu d'oxyde d'alumine. C'était M. Casu qui m'avait dit ça à l'époque, et ça marche fantastiquement bien. Ça matifie un peu la céramique, et ça marche très bien. Donc voilà pour ce cas. Voilà en bouche ce que ça donne une fois terminé, les réglages et tout. Ok, la gencive, elle peut paraître légèrement opaque. Légèrement opaque. Mais je pense que le taf, il a été réalisé là, sur ce travail-là. Et ce travail-là, il a maintenant, je vous ai dit, je l'avais présenté à Marseille en 2016 ou 15, je ne sais plus. Pour l'instant, il n'a pas cassé, il n'y a pas de chipping, il n'y a rien du tout. Mais par contre, il y a un réglage à faire systématiquement chez le praticien pour réévaluer l'équilibration et pour gérer les petits points. Cas numéro 2, donc, c'était notre fameuse zircone un peu plus esthétique. Là, j'avais fait un wax-up à la main, d'accord, vite fait avec de la cire blanche et de la cire rose. Je n'avais pas grand-chose à faire, donc je me suis certainement amusé avec la cire. Donc j'ai fait ce truc. Et ensuite, on en a fait une copie, on en a fait une réduction mothétique. Là, encore une fois, donc là, c'était une armature Simeda. Et j'avais géré les puits d'angulation. C'était une technique qui s'appelait Axine. Enfin, qui s'appelle encore Axine, je crois. Non, c'est InLink, pardon. InLink. Mille excuses. C'est InLink, qui ne font plus aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, vous pouvez déjà voir sur la grosse armature, vous pouvez déjà voir la saturation au niveau du collet. Et c'est déjà plus transparent. Mais c'est une zircone qui est aussi à 1100 mégapascales. Donc là, on est dans une génération plus esthétique. Là aussi, donc de la même... ça passe pas la télécommande? Voilà. Je reviens derrière, pardon. Donc de là, on en a fait un petit peu l'homothétie. Et là aussi, on a cherché la saturation au niveau des collets, au niveau de ce que vous avez habituellement de faire sur des dents faciles. Et c'est la même chose pour les molaires, exactement. Donc on continue. Voilà, là on cherche le violet. Première cuisson, et là j'en ai fait 2 des cuissons. J'ai fait que 2 cuissons sur ce travail. Donc la première, du même principe, avec une cuisson lente,
une montée lente, une descente lente. Ça ne sert à rien de cuire vite. Ça ne sert strictement à rien. Vous ne gagnerez pas du temps. Et ensuite, une fois fini en bouche, on a positionné nos petites attaches. OK ? Ce que vous voyez ici, là, il n'y a quasiment pas de céramique. C'est que du maquillage. Ça veut dire que la zircone était beaucoup plus translucide. OK ? L'autre, vous avez vu, elle était très très opaque. Celle-ci, elle est beaucoup plus translucide. Et j'ai réalisé vraiment un petit peu de, comment dirais-je, j'ai utilisé un peu de bleu-violet pour créer de l'absorption au niveau des crêtes marginales. Mais c'est tout ce que j'ai fait. La seule stratification, c'est juste en vestibulaire et très très légèrement derrière. On va dire que j'ai stratifié un peu plus. Mais par contre, je n'ai pas stratifié 1 mm de céramique. Pas du tout. Donc voilà en bouche, et là aussi c'est une patiente qui a ce travail depuis... et il tient, il n'y a pas de problème. Voilà un autre cas. Encore une fois, cette fois-ci c'est un cas de 4 antérieur, mais j'ai fait sur des plots. Donc c'est de la céramique pressée. De la même manière, le patient il avait ses dents comme vous voyez en haut sur votre droite. Il avait ses diastèmes, l'objectif c'était de fermer, et là-dedans il n'y avait que des couronnes, je crois. Ouais. Alors vous voyez les tailles, même les tailles elles ont évolué. Vous vous rappelez des premières tailles que je vous ai montrées, elles étaient complètement coniques, et là on commence à avoir des tailles un peu plus rectangulaires. Les praticiens, ils ont évolué dans leur façon de tailler aussi. Et là de la même manière, donc, on a fait un wax-up virtuel en haut à droite, on a fait à peu près en haut à gauche le wax-up virtuel, une légère découpe, mais quand je vous dis légère, c'est vraiment légère découpe. Alors aujourd'hui, je ne l'aurais pas pressé, je l'aurais imprimé. OK ? Je l'aurais imprimé. Et là, on les a pressés. Et ensuite, le résultat esthétique à la finalité, il est correct et le patient il est content. Encore une fois, c'est une cuisson et un glaçage. Évidemment, quand vous travaillez même sur de la céramique pressée, il est très important de savoir quelle est la couleur de votre moignon. On est d'accord ? Là, comme la couleur de mes moignons sont clairs, moi j'adore travailler sur du bleach. En général en pressé. Rarement je prends un A1 ou un A2 ou du MO, des A2, A3. Je prends que du bleach. Alors il y a du bleach 3, du bleach 2 et du bleach 1. Sur ces cas comme ça, je donne que du bleach 3 pour donner un petit peu plus de luminosité. OK ? Voilà, ça c'est un cas où tout simplement il y a du maquillage, vous allez voir, c'est un cas de maquillage, juste pour vous montrer comment on maquille, tout simplement avec vos colorants. Voilà, la teinte de base était du 4M3, on a maquillé. Alors là aussi, le maquillage... il ne faut pas dire que c'est facile, parce que c'est très long. Si vous voulez obtenir un résultat qui est joli, eh ben, ce n'est pas en une fois que vous maquillez. Il faut maquiller, cuire une fois, attendre, deuxième couche, troisième couche. Si vous voulez faire du bon boulot, le maquillage ne se fait pas en une fois. Donc là, on a maquillé. Regardez le résultat en bouche. Donc voilà les puits. Ça c'est, voilà. Regardez la photo juste pour vous interpeller, la photo de droite. La première, je l'ai stratifiée. OK ? Et les deux dernières, elles sont que maquillées. Est-ce que vous voyez réellement une différence ? Pas forcément. Il y en a qui vont vous dire oui, d'autres non. Moi, je vais vous dire oui parce que vous voyez au niveau des pointes de cuspide, on est légèrement plus blanc. Légèrement plus blanc. Mais bon, pour obtenir ce résultat-là sur les 2 molaires, je n'ai pas maquillé en une fois. J'ai maquillé 2, 3, juste pour vous dire que le maquillage, c'est joli, mais si vous le faites correctement. Si vous le faites en une fois, c'est un peu plus compliqué. Voilà, les profils d'émergence, vous voyez, au niveau des profils d'émergence, en implantologie, quand vous les réalisez bien, enfin là ça a été réalisé avec le système, je ne sais plus, Exocad, je crois. Voilà, les profils, tout ça c'est très joli, et quand c'est bien maquillé, mais moi je préfère faire une légère petite stratification, parce que comme je dis, pour moi la stratification dans ma tête c'est de la céramique. Et le dernier cas, pour vous montrer, voilà, ça c'est une patiente avant-après. Bridge complet. Voilà, donc on a fait un DSD, la patiente elle avait ses propres doléances, ce qui est normal, parce que les patients ils ont toujours leurs doléances et nous, techniciens, on a les nôtres. Et je pense qu'aujourd'hui, la bêtise qu'on a tendance à réaliser, c'est toujours de dire « je veux que ce soit… » Non, c'est comme elle veut, puisque c'est ses dents à elle. Donc on a toujours cette tendance-là. Donc cette patiente, elle avait des doléances, on a tout exécuté par rapport à ce qu'elle souhaitait. Voilà. Donc c'est une patiente qui avait des overlays, enfin c'était une bouche complète. Et là aussi, à partir d'un wax-up, voilà comment je travaille.
Ce que vous voyez là, ce sont les armatures. Alors c'est énorme, hein. Et là, je suis parti sur des armatures en MO. Encore une fois, quand vous avez de la place, quand vous avez des armatures qui sont épaisses, ça cache la dyschromie sans aucun problème. Beaucoup vous diront non, mais regardez ce cas-là. Donc ce que vous voyez en haut, ce sont les armatures. En bas à droite, c'est la céramique finie. Donc je ne me suis pas laissé beaucoup de place. Croyez-moi. Et vous voyez la couleur du die. Le die, il est relativement foncé. Après collage, vous voyez plus rien du tout. Et ça, c'est aussi parce que c'est des armatures qui sont épaisses. Elles doivent faire... bon, je vous dis, elles sont énormes, ces armatures. Elles doivent faire 0,6, 0,7. Donc voilà la finalité. En bouche, là aussi, ça fait quelques années qu'elle a. En bas, on lui avait fait après des facettes et tout. Mais bon, conclusion, la patiente, elle était contente. Encore une fois, l'avantage de cette technique que je vous ai montrée tout au long du diaporama, c'est parce que c'est une sérénité de travail. La rigueur, il y en a, parce qu'il faut faire attention au choix de vos matériaux. Mais si vous respectez les matériaux, et surtout, c'est pour ça que quand je dis des concepts intelligents et des matériaux intelligents, c'est par rapport à tout ce qu'on a sur le marché aujourd'hui, quelle que soit la zircone, il faut juste faire attention d'utiliser la bonne transparence et surtout le gradient au niveau de la dureté pour les bridges complets. Personnellement, je n'utilise pas les nouveaux, là, vous savez, ceux qui sont de 1200 à 700. Je prends que du 1100 ou du 1200, mais translucide. Jamais de gradient. Voilà. Moi, j'ai fini ma présentation parce qu'il fallait que j'aille vite, hein, je n'avais pas le choix, parce que derrière, il y a les sacrés qui m'attendent. Et donc, je vais vous remercier de votre attention et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Alain pour cette super présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je me réserve le droit de la première question, comme d'habitude. J'ai vu que tu nous as montré dans les premières photos l'impression de prothèses en résine transitoire. Et tu as dit qu'on pouvait les laisser en bouche. Bien sûr. Est-ce que alors attention. Attends, je finis ma question. Oui. Est-ce que c'est une résine qui est prévue, biocompatible, pour être validée pour rester en bouche? Oui. Sûr, parce que j'entends en ce moment beaucoup de fabricants qui disent que ce sont des résines qui ne peuvent pas... Elles peuvent rester. Celles-ci, elles peuvent rester, puisque ce sont des résines avec lesquelles tu peux même réaliser des îlets, des onlets. Tu peux réaliser plein de choses. Donc moi, je fais ma première intervention, mon premier wax-up. Si le wax-up il est plaisant et si ça plaît au patient, on les laisse en bouche. Il les scelle provisoirement le temps de réaliser la prothèse d'usage. Voilà. Ok. Il y a des questions dans la salle? Parce que le micro est là. Non. Eh ben, je te remercie, Alain. C'était clair. Ouais, c'était très clair. Voilà, merci. Merci à vous tous. Merci.